pourquoi la capacité d'empathie est devenue la compétence numéro 1 des managers. Alors je sais ce que vous allez dire, encore une nouvelle mode, après le management bienveillant, voilà le management empathique, et pourquoi ça deviendrait une nouvelle compétence alors qu'avant on s'en foutait complètement. C'est bien pour ça que j'ai précisé devenu. C'est devenu la compétence essentielle pour correctement manager, pour avoir des équipes heureuses, en bonne santé et qui s'engagent pleinement au travail, qui performent à leur max. Alors, on en parle de plus en plus, on est de plus en plus de leaders d'opinion, experts scientifiques à dire que c'est devenu la compétence numéro 1 des managers. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai interviewé le pape du management qui s'appelle Clément Bergon, qui est aussi sur YouTube, qui est connu sous la brève du manager. Quand je lui ai posé la question, il a répondu ça. À ton avis, sur quels critères devrait-on recruter un manager ? Ses capacités d'empathie. Donc on est plusieurs quand même à le souligner, ça vient de plus en plus. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer mon cheminement de pensée, je vais vous expliquer par A plus B pourquoi vous devriez avoir beaucoup plus d'empathie dans les équipes de middle management et top management en entreprise et qu'est-ce qu'il faut mettre en place concrètement pour avoir plus d'empathie au travail. Alors déjà, qu'est-ce que l'empathie? L'empathie, pour faire très très simple, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a plusieurs sortes d'empathie, etc. Mais pour faire simple, l'empathie, c'est la capacité de comprendre les autres par les émotions. Donc je vous prends un exemple très concret, vous regardez un acteur à la télé qui pleure pour X ou Y raison. Les gens qui vont pleurer parce qu'ils se mettent à la place de cet acteur, c'est ça l'empathie, hein, c'est comprendre la personne par les émotions. Là, je vous grossis le trait pour que vous compreniez, surtout que vous compreniez que l'empathie, c'est pas de l'écoute active, c'est pas juste entendre quelqu'un qui dit quelque chose et le comprendre, non, c'est ressentir avec les émotions. Et en tant que manager, ça permet de prendre des décisions plus justes, plus humaines et plus efficaces. Alors, pour que vous compreniez bien comment marche l'empathie, en gros, on a tous des capacités d'empathie complètement différentes, plus ou moins grandes. Il y a des gens avec une forte capacité d'empathie et d'autres avec très très peu, voire pas du tout. Ceux qui n'ont pas de capacité d'empathie, ce sont très souvent les psychopathes qui peuvent faire du mal à une personne sans ressentir ce que ressent la personne. Voilà, c'est ce qu'on appelle des psychopathes. Et cette capacité d'empathie, en fait, elle marche comme une balance. C'est-à-dire que on va aller la mettre sur des sujets donnés. Donc, par exemple, une guerre une, des animaux et un proche malade. Mais on va avoir moins d'empathie pour les SDF et une guerre 2. Et donc, c'est très important de comprendre que quand on est sensibilisé à un sujet en particulier, eh bien, on va pas avoir une capacité d'empathie qui va se remplir pour aller ressentir des émotions sur ce sujet-là. Non, on va chercher un petit peu d'empathie sur les animaux, un petit peu d'empathie sur la guerre 1. C'est comme ça que ça marche comme une balance. C'est très important pour la suite. Alors pourquoi on a beaucoup plus besoin d'empathie maintenant qu'auparavant, il y a 20 ans? Eh bien parce que dorénavant, on a des équipes beaucoup plus épuisées, beaucoup plus diversifiées qu'auparavant, très demandeuses en considération et reconnaissance. On entend beaucoup parler, par exemple, des nouvelles attentes de la génération Z, mais quand on dézoome, il y a vraiment beaucoup de catégories de salariés demandeuses de considération et qui ont des besoins particuliers. Je prends par exemple les salariés aidants qui sont beaucoup plus nombreux qu'auparavant et il y aura à peu près un salarié sur 4 en 2030 qui sera salarié aidant. Il y a beaucoup plus de malades chroniques. Je vous prends un exemple de l'endométriose avec des femmes qui ont très mal le premier jour de règles. Voilà, ça s'est amplifié avec le temps. On a beaucoup plus d'équipes internationales aussi qu'avant, avec la mondialisation, le travail, etc. Ça devient un petit peu normal d'avoir des gens qui parlent
en anglais parce qu'on a des Français et on a des étrangers qui viennent d'autres pays. Et là aussi, culturellement, ces personnes vont être demandeuses de besoins particuliers. L'épuisement professionnel, aujourd'hui, à peu près un salarié sur deux est en détresse psychologique, ce qui est énorme, c'est une étude d'empreinte humaine. On a les neurodivergents, avec les personnes qui se font diagnostiquer TDAH, par exemple. On a la parentalité qui prend une grande place aujourd'hui, le handicap, etc., etc. Parce qu'on a des équipes diversifiées, épuisées et demandeuses en considération, on a besoin de managers avec une forte capacité d'empathie pour comprendre toutes ces typologies de profils, pour comprendre chaque besoin spécifique de personnes dans les équipes. On a besoin de managers qui comprennent réellement les besoins, les attentes de chaque profil, qui ont voilà, des attentes parfois complètement différentes. La deuxième des choses, c'est qu'on a une chute généralisée de la capacité d'empathie. La première des causes, ça va être les environnements de travail très stressants, beaucoup plus stressants qu'auparavant. Je rentre pas dans les détails, j'en ferai peut-être une vidéo dédiée, mais voilà, ces environnements de travail stressants génèrent une anxiété, un stress chronique des dirigeants, managers, RH, salariés. Bon, de toute façon, c'est tous les niveaux, mais y compris les managers. Et il faut savoir que la première cause du stress chronique et de l'épuisement professionnel, c'est la baisse d'empathie. Vous voyez où je veux en venir. Quand on sait que environ 58% des cadres managers déclarent ressentir un stress intense lié à leur travail, voilà, 58% c'est énorme et certaines études démontrent que c'est encore plus. On a des managers épuisés, en stress chronique et donc en baisse d'empathie. Ensuite, malheureusement, parce qu'on est dans un contexte difficile, de crises multiples, crises écologiques, géopolitiques, on a l'inflation, les guerres, et cetera, eh bien, ça va générer encore plus de stress chronique et d'anxiété parce que malheureusement, il n'y a pas de mur entre le pro et le perso et donc on va avoir encore plus de baisse d'empathie. Ajoutez à cela le pouvoir qui a été démontré génère une baisse de l'empathie également. Plus on monte en grade, plus on baisse en capacité d'empathie. Ça a été prouvé scientifiquement. D'ailleurs, dans les équipes dirigeantes, ça a été démontré qu'il y avait environ 20% des dirigeants qui avaient un profil à tendance psychopathe, c'est-à-dire avec une capacité d'empathie très faible et donc incapable de comprendre réellement bien les gens et c'est pour ça qu'il y a un environnement de travail pas très sain. On sait que le pouvoir génère une baisse de l'empathie et donc voilà, ça s'ajoute à tout le reste. Et pour finir, il y a aussi une hyper connexion avec internet, les réseaux sociaux, etc. Et en fait, aujourd'hui, on est exposé à tellement de sujets. Vous vous rappelez la slide tout à l'heure où je vous disais que la capacité d'empathie marche comme une balance voilà, vous placez un petit peu l'empathie dans les sujets où vous êtes sensibilisé, entre guillemets. Ben aujourd'hui, on a des centaines et des centaines de sujets et des sujets très malheureux. Et donc, ça va encore plus diluer la capacité d'empathie sur tous ces sujets-là. Et en plus de ça, on peut être aussi insensible, on peut avoir l'effet inverse d'être trop exposé à plein de négativité, plein de sujets importants comme les guerres, les animaux, les SDF, la pauvreté, etc. Qu'en fait, on peut avoir l'effet inverse et baisser aussi en capacité d'empathie. Toutes ces choses-là, ce contexte très très compliqué dans le pro, mais aussi dans le perso, hein, au niveau global, font que généralement, on a une baisse massive de la capacité d'empathie, y compris chez les managers. Et du coup, il y a un gap énorme qui se forme entre les attentes des équipes et la réalité
avec potentiellement des managers qui n'ont plus la capacité de correctement manager. La réalité, c'est que les managers sont épuisés, la capacité d'empathie parfois peut être très faible et donc c'est pour ça qu'on arrive à du mal-être généralisé avec des personnes non considérées. On va avoir un manque de considération dans les équipes, un manque de reconnaissance. D'ailleurs, c'est ce qui ressort le plus dans les études sur le mal-être au travail. On va avoir beaucoup de frustration, beaucoup de colère. Tout ça, ça va se transformer en données RH qui est les démissions, le désengagement, les arrêts maladie, la mauvaise image aussi auprès des proches. Ça, on n'en parle pas assez. Et donc, on va avoir une baisse de la performance individuelle et collective et une baisse générale du coup de la performance sociale. Et voilà pourquoi la capacité d'empathie est devenue indispensable, essentielle pour correctement manager en 2026. Et il a été démontré que plus l'environnement est instable, avec un contexte incertain, anxiogène, de stress, plus l'empathie a un impact positif sur les organisations. Plus l'empathie est indispensable. L'empathie est la compétence la plus sous-estimée dans les organisations. Je vais vous lire quelques études sur le sujet pour que vous compreniez bien. Donc, l'empathie augmente l'engagement de près de 50%. Je vous mettrai toutes les sources. 76% des personnes avec des leaders empathiques déclarent être engagées contre 32% chez celles qui ont des leaders moins empathiques. 86% des salariés disent qu'un leadership empathique augmente le moral. 61% des salariés perçoivent qu'ils peuvent être innovants avec un leader empathique contre 13% sans. Les équipes dirigées par les personnes à haute intelligence émotionnelle, dont l'empathie est un pilier, sont 20% plus productives que les autres. Empathie égale performance individuelle, collective, managériale. Et le bien-être, très très fort, donc réduction du stress, des burn-out, amélioration de la santé mentale, amélioration de la satisfaction au travail. 30% de turnover en moins dans les organisations qui utilisent des tests d'empathie. La Gen Z classe l'empathie comme l'une des qualités les plus importantes chez un patron. Je pourrais continuer encore, mais voilà, je voulais vous montrer quand même des études scientifiques qui ont été menées sur le sujet. Alors maintenant qu'on sait ça, comment on fait pour apporter plus d'empathie au travail dans les organisations? Alors tout d'abord, il faut comprendre comment est construite l'empathie. La capacité d'empathie est en partie innée. Donc scientifiquement, ça a été prouvé qu'il y a une partie qui est en nous de façon innée et la plus grosse partie de la capacité d'empathie se développe dans l'enfance et l'adolescence avec l'environnement, le contexte, les relations sociales qu'on a. Et au fil des années, quand on est adulte, on perd en capacité d'empathie et on en perd encore plus avec les traumatismes, puisqu'on a vu tout à l'heure que le stress chronique faisait perdre en empathie, mais ce n'est pas irréversible. Donc c'est réversible, donc c'est la bonne nouvelle. Et l'empathie se développe un peu comme un muscle, donc ça se muscle, mais c'est beaucoup plus difficile adulte, c'est beaucoup plus lent que enfant. Voilà, donc ça c'est important de le comprendre. Pourquoi? Parce que pour moi, il y a 3 types de managers. Il y a les managers qui managent pas très bien parce qu'ils ont une faible capacité d'empathie. Il y a les managers qui managent très bien parce qu'ils ont une forte capacité d'empathie. Et il y a les managers qui ont une capacité d'empathie moyenne et qui là peuvent manager si l'environnement de travail leur donne toutes les ressources nécessaires pour qu'ils managent bien. Alors là, vous allez me dire, oui, bon, suffit de former tout le monde et puis c'est bon, tous les managers peuvent avoir de l'empathie. Bah oui, mais non, parce qu'on a vu tout à l'heure que ça se développait comme un muscle beaucoup plus lentement à l'âge adulte. Et donc, une personne qui a une faible capacité d'empathie de base, vous avez beau le former, ça ne deviendra jamais un super manager.
C'est comme si je vous disais, quelqu'un qui n'a jamais fait de sport de sa vie, à 40 ans, il se met au sport. Oui, bah, il va peut-être se muscler un petit peu, il va y arriver, mais ça sera jamais, jamais, jamais comme quelqu'un qui a fait du sport toute sa vie. Et bien là, c'est exactement la même chose. Une personne avec une faible capacité d'empathie ne sera jamais, très bon manager. Par contre, une personne qui a une capacité, moyenne peut être très bon manager et une personne qui a une forte capacité d'empathie, voilà, ça se développe et il sera encore, meilleur manager. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, déjà repenser l'organisation. Donc dans la plupart des organisations, on a un manager pour une équipe. Mais on peut très bien avoir un binôme de managers et pas de manager du tout. Donc entreprise libérée, on va mettre celui-ci de côté parce que c'est pas le sujet de la vidéo, donc on se concentre sur les 2 premiers. Le manager, quand il est tout seul, doit avoir une forte capacité d'empathie ou une capacité d'empathie moyenne avec un environnement de travail sain. Sinon, vous avez la possibilité d'avoir des binômes de managers et moi je vous recommande cette organisation-là, tout simplement parce que aujourd'hui on demande absolument tout aux managers, ils doivent absolument tout gérer, l'humain, la stratégie, les KPIs, l'opérationnel, etc. Les managers ne sont pas des robots et en mettant des binômes de managers, quelqu'un qui est très compétent techniquement et le manager très humain, avec une forte capacité d'empathie, vous avez un binôme qui marche bien et vous allez surtout répartir les tâches, vous allez avoir moins de charge mentale, moins de stress, donc plus d'empathie. Pour moi, c'est une organisation qui marche et qui va générer plus de bien-être et plus de performance dans les équipes. Donc voilà, les managers qui ont une faible capacité d'empathie, je dis pas du tout que elles sont pas compétentes, et cetera. Pas du tout, hein. C'est juste que si on identifie des personnes avec une faible capacité d'empathie, faut peut-être repenser l'organisation pour mettre des binômes de managers pour apporter plus d'empathie dans les équipes. Il faut aussi repenser les politiques d'entreprise, les conditions de travail, etc. On a vu tout à l'heure qu'un environnement de travail stressant entraînait une baisse de l'empathie et donc une baisse de la performance. Il faut absolument repenser les politiques d'entreprise pour avoir le moins possible de stress chronique chez tout le monde, hein, les managers, les dirigeants, les RH, les salariés. Voilà, mettre en place des environnements beaucoup plus sains pour tout le monde, pour avoir des managers plus empathiques, pour avoir plus de bien-être dans les équipes et donc pour avoir moins de démissions, plus de loyauté, plus d'engagement, plus de dynamisme, etc. et pour avoir une performance sociale au top. Maintenant que vous savez tout ça, il va falloir repenser aussi le recrutement. Aujourd'hui, on met trop de personnes au poste de manager alors qu'elles ne sont pas faites pour manager. Et c'est ça qui génère du mal-être chez les managers et chez les équipes. Et donc, il va falloir commencer à recruter les managers sur la capacité d'empathie. Je ne sais pas si vous connaissez l'entreprise Zappos qui est très connue aux États-Unis pour avoir des salariés très heureux et donc très performantes, etc. Cette entreprise a mis en place des tests pour l'empathie des managers très très tôt et qui a eu des effets incroyables. Donc voilà, allez peut-être regarder. Pour ça, vous avez des tests. Vous en avez plein, mais alors attention, la plupart du temps, on va vous faire des tests d'intelligence émotionnelle globale ou d'empathie globale. En fait, ça marche pas parce qu'on l'a vu tout à l'heure, on peut avoir une empathie moyenne, mais mettre toute son empathie sur des sujets qui n'ont rien à voir avec le travail, des personnes proches, des guerres, etc. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est si la capacité d'empathie est élevée au travail, si les gens vont être capables d'aller comprendre émotionnellement tous les membres de l'équipe. Et donc, il faut faire attention aussi à ces tests. Moi, il y en a un que je vous recommande qui est les Force Clifton de Gallup. C'est un test américain, payant malheureusement, mais je trouve qu'il est assez complet.
Enfin, moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce test et c'est pas un partenariat. Et je pense aussi aux entreprises qui n'ont pas forcément de budget à mettre sur, des tests, lors de recrutement et cetera. Dans ce cas-là, vous pouvez inverser le recrutement, c'est-à-dire quand vous cherchez un manager, vous demandez dans l'équipe de désigner la personne qui fédère les équipes, la personne qui guide, la personne dont tout le monde a confiance et qui va vraiment faire en sorte que les équipes, soient vraiment bien, les écouter et cetera. Cette personne-là, ça sera, voilà, le manager, la manager, empathique. Et aussi ce que vous pouvez faire si vous êtes RH, c'est des mises en situation lors de recrutement. Vous donnez une situation et puis vous voyez comment la personne réagit. Et enfin, ce que vous pouvez faire, eh bien, c'est sensibiliser et former. On l'a vu tout à l'heure, l'empathie est une compétence qui se dégrade sans formation. Pour correctement former à l'empathie, faut combiner des données factuelles, des témoignages humains, des mises en situation, de l'introspection, des outils, etc. Donc moi, sur cette partie, je peux vous aider de différentes manières. Déjà, je propose un atelier avec les équipes pour comprendre, déjà sensibiliser à la santé mentale, mais aussi comprendre les réels besoins des équipes en termes de bien-être au travail, santé mentale, etc. Et que je vais restituer à la direction, aux managers et aux RH avec un plan d'action. Donc ça, c'est un atelier collaboratif anonyme entre équipes. Et je peux sensibiliser aussi les managers RH et dirigeants TPE à toutes ces questions-là, des attentes salariées qui ont évolué, pourquoi elles ont évolué, comment il faut travailler en fonction de ces attentes et en fonction des mutations multiples qu'on a dans le travail, hybridation, IA, sédentarité, santé mentale, etc. Aujourd'hui, les modèles de travail sont devenus presque obsolètes et donc je vous donne des clés sur comment avoir un environnement de travail sain et factuellement pourquoi il faut changer certaines choses au travail. Et puis il y a certaines formations où là, moi, je vais pas pouvoir vous aider sur l'intelligence émotionnelle, sur l'écoute active, mise en situation, etc. Par contre, je vous mets en relation avec des experts sur le sujet via la boîte à outils employeur de The Good Boss, la boîte que j'ai créée. Vous verrez, il y a des conseils concrets, il y a une liste de partenaires et je négocie des tarifs préférentiels pour vous, dans un contexte économique où on n'a plus d'argent pour la QVCT. Voilà, si vous voulez rentrer dans les détails pour sensibiliser les managers, les équipes, etc., allez voir la boîte à outils, ça peut peut-être vous aider. Alors vous vous demandez peut-être où vous vous situez en tant que manager ou autre sur la capacité d'empathie. Alors il y a des tests, il y en a un gratuit qui est le test de Baron Cohen, assez simple à trouver. Vous pouvez vous auto-tester. Il y a des tests aussi payants, comme le Clifton de Gallup, l'un de ceux que j'ai passé moi. Je pense que vous pouvez aussi vous auto-diagnostiquer en vous aidant de l'intelligence artificielle. Et puis, personnellement, pour avoir côtoyé des bons managers, des mauvais managers et des managers moyens, je peux vous dire que ceux qui ne sont pas faits pour manager ont toujours les mêmes phrases. Quand il y a un problème personnel dans les équipes, ce sont des personnes qui vont dire: «Je ne suis pas psy, je ne suis pas psychologue». Si vous êtes manager et que vous répétez cette phrase parce que ça vous fait chier d'aller comprendre les problèmes personnels de vos équipes, il y a de fortes chances pour que vous ayez une faible capacité d'empathie. Pareil, si vous dites: «Moi, ce qui me fait chier dans mon métier, de manager, c'est l'humain», il y a de fortes chances pour que vous ayez une faible capacité d'empathie au travail, hein, encore une fois. En revanche, si vous adorez écouter les gens, si vous adorez fédérer les gens, vous cherchez tout le temps, des choses pour, mettre bien vos équipes et cetera, il y a de fortes chances pour que vous ayez une forte capacité d'empathie ou à minima, moyenne, voilà. Conclusion, si vous apportez beaucoup plus d'empathie dans les équipes de middle management et top management, vous aurez beaucoup plus de bien-être et beaucoup plus de performance au travail.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. Je vais en faire beaucoup plus dans les semaines qui viennent pour le côté business. Si vous avez la moindre question, posez-la en commentaire, je vous y répondrai. Je vous mets tous les liens en description et je vous dis à bientôt.